Vous écoutez Hong Kong conquise, un livre écrit par Jean-François Dupré et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Introduction. Hong Kong, port parfumé, ville minuscule au poids majuscule. Plaque tournante du commerce entre la Chine et le monde, le tigre asiatique a longtemps été synonyme de succès, de prospérité, de pragmatisme. Après son transfert à la République populaire de Chine en 1997, l'ancien territoire britannique devait tirer le maximum de son statut de région administrative spéciale d'une puissance en pleine ascension. Sous le principe « un pays, deux systèmes », Hong Kong conserverait pendant au moins 50 ans ses institutions, ses droits et libertés fondamentales, ainsi que son mode de vie. Et ce, tout en édifiant sa propre démocratie. Aujourd'hui, la ville de près de 7,5 millions d'habitants demeure hautement indépendante de la Chine sur le plan institutionnel. Reconnue comme un territoire douanier distinct, elle conserve non seulement ses propres douanes, mais aussi ses propres systèmes fiscaux. Les Hongkongais ne paient aucun impôt à Pékin et d'immigration. Elle maintient également ses propres systèmes judiciaires et juridiques fondés sur le modèle britannique et sa common law. À quelques exceptions près, les lois chinoises ne s'appliquent pas à Hong Kong. La ville possède aussi sa propre monnaie, le dollar de Hong Kong, dont la valeur est liée non pas au yuan chinois, mais bien au dollar américain. Un véritable État dans un État. De quoi faire pâlir d'envie les autonomistes québécois. Pourtant, si l'on mesurait le succès du modèle « un pays, deux systèmes » à l'exercice d'une véritable autonomie, et à la concrétisation d'une démocratie hongkongaise, force serait d'en constater l'échec. Déjà dans les années 2010, l'ingérence de Pékin alimentait des mouvements de contestation populaire gigantesques. La survie de l'État de droit semblait de moins en moins probable. L'impasse entre l'exécutif non élu et le conseil législatif semi-élu révélait les lacunes d'un système politique profondément dysfonctionnel. En 2020, à l'aube de la 3e décennie du transfert de souveraineté, Pékin imposait finalement sa loi sur la sécurité nationale, criminalisant la plupart des actes de dissidence politique, décimant l'opposition démocrate et amenant l'appareil politique de Hong Kong irrémédiablement sous son joug. Le 1er juillet 2022, alors que le régime célébrait les 25 ans de la rétrocession sous haute surveillance policière, vantant tout haut le succès du principe « un pays, deux systèmes », plusieurs Hongkongais avaient plutôt l'impression d'assister, impuissants, à ces funérailles. Comment le régime a-t-il réussi, en moins de la moitié du temps alloué, à assujettir Hong Kong ? Les pages qui suivent soutiennent que la réponse se trouve essentiellement dans les stratégies d'influence du régime, ainsi que dans la nature des institutions gouvernant le statut d'autonomie de Hong Kong et son système politique qu'il a lui-même conçu. En imprégnant les règles d'ambiguïté pour mieux les redéfinir à son avantage au moment opportun, en enchâssant des intérêts particuliers de façon à acheter les loyautés, surtout celles de la classe capitaliste, en imposant un processus de démocratisation propice à maintenir les espoirs tout en exacerbant les frustrations, Pékin a su s'assurer l'appui des élites locales et diviser l'opposition démocrate. Cette stratégie a eu pour effet d'intensifier, d'une part, la contestation populaire et, d'autre part, la volonté de l'establishment local de réprimer celle-ci. Pékin a donc pu gouverner la ville grâce à l'establishment local, utilisant son autonomie pour faciliter son intégration, exploitant ses institutions semi-démocratiques pour achever son autocratisation, la conduisant ainsi vers son sort inexorable. Bref, l'assujettissement de Hong Kong n'est pas symptomatique d'une dérive de la part du leadership chinois, mais bien le résultat d'une stratégie élaborée il y a plusieurs décennies et soigneusement exécutée. Or, la politique de Pékin envers Hong Kong est à plusieurs égards représentative des stratégies que le régime met en œuvre pour étendre son influence à l'échelle mondiale. L'expérience hongkongaise constitue donc un signal d'alarme de ce qui pourrait se produire ailleurs, d'où l'importance d'y prêter une attention aiguë. Hong Kong avant la Chine.
Hong Kong revêt une place singulière dans l'histoire chinoise contemporaine. Pour les nationalistes chinois, sa prise par les Britanniques au XIXe siècle est source d'un traumatisme collectif. À l'époque, l'empire isolé des Qing, déjà affaibli par d'importants troubles internes, se voit tenaillé par les puissances occidentales désireuses d'intégrer la Chine au commerce international. C'est d'ailleurs dans le but de rééquilibrer sa balance commerciale déficitaire avec l'Empire du Milieu que la Grande-Bretagne décide d'y forcer l'importation de l'opium, extrait en grande quantité dans ses colonies sud-asiatiques. Les autorités chinoises s'opposent naturellement au trafic du narcotique qui fait déjà des ravages dans le pays. Le conflit mènera à une première guerre de l'opium, puis à une deuxième. Victorieuse, la Grande-Bretagne met la main sur l'île de Hong Kong en 1842 et sur la péninsule de Kowloon au nord en 1860, toutes deux cédées à perpétuité. En 1898, les Britanniques élargissent le territoire colonial en signant un bail de 99 ans sur les nouveaux territoires, vaste zone tampon entre les territoires cédés au sud et la Chine au nord. Ces événements, qui se hissent au sommet d'une longue liste d'actes d'ingérence étrangère, marquent le début du siècle d'humiliation, durant lequel une Chine visiblement en déclin se verra morcelée par des forces établies et émergentes, notamment le Japon, qu'elle considère comme un ancien vassal. Il n'est donc pas surprenant que plusieurs nationalistes chinois aient perçu l'éventuelle rétrocession de Hong Kong comme un événement d'une importance symbolique capitale. C'est dans cette optique qu'au début des années 1980, au moment de renégocier le bail des nouveaux territoires qui arrivent à expiration, le gouvernement chinois demande au Royaume-Uni de rendre non seulement la région visée par le bail, mais l'intégralité de ce qui est devenu Hong Kong. Le territoire est déjà trop intégré économiquement pour pouvoir être scindé, et le colonialisme ne fait plus particulièrement bonne figure. Les Britanniques ne peuvent qu'acquiescer. Le régime communiste pourra se féliciter d'avoir mis fin aux longs siècles d'humiliation de la Chine. Cependant, ce récit nationaliste, bien entretenu par le régime communiste, ne fait pas l'unanimité à Hong Kong. C'est que Hong Kong, comme la plupart des entités postcoloniales, est essentiellement un produit du colonialisme. Il n'y avait pas de Hong Kong avant sa création par l'expérience coloniale. Étymologiquement, Hong Kong, ou port parfumé, tire son nom d'un village tout au sud du territoire, l'un des premiers points de contact avec les Britanniques. Géographiquement, Hong Kong correspond à l'origine à un amalgame de territoires plus ou moins intégrés sous les Qing. Sociologiquement, Hong Kong est initialement composé de populations tout aussi fragmentées, consistant pour la plupart en des locuteurs cantonais, mais aussi Hakka, Tanka et Hoklo. À ces groupes s'ajouteront des millions d'immigrants des quatre coins de la Chine et leur descendance, sans compter les nombreux sujets de toutes les parts de l'Empire britannique qui feront de Hong Kong leur résidence permanente. Sur le plan civique et politique, la vie commune sous les institutions coloniales britanniques deviendra pour ces populations l'un des principaux dénominateurs communs. Le récit nationaliste chinois ignore donc, à plus d'un égard, la dimension humaine du fait hongkongais. Pour plusieurs Hongkongais, la réalité est en effet beaucoup plus complexe. Si le colonialisme britannique est à plusieurs points de vue déplorable, il n'en reste pas moins que les Hongkongais s'y sont dans l'ensemble soumis de façon consentante et délibérée. En effet, Hong Kong est essentiellement une société d'immigration, voire de refuge. Faiblement peuplé à l'arrivée des Britanniques, le territoire voit sa population s'accroître de façon exponentielle durant sa courte histoire coloniale. Le régime britannique fournit un cadre légal propice au commerce international, ce qui attire plusieurs élites économiques chinoises dès le début de la colonisation. En outre, Hong Kong constitue un havre de paix et de stabilité dans une région qui sera marquée par plusieurs bouleversements sociaux et politiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.